Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque jour et nous démarrons notre 23e jour de confinement, si mes comptes sont bons. Et même si c'est difficile, dites-vous qu'on est utile, nous aussi, quand on reste chez nous. Cela n'empêche pas certains de continuer leur travail, c'est notre cas. Nous sommes à distance, mais notre mission ne change pas, vous informer. Mais cela a changé pas mal quand même la vie de beaucoup de petits commerçants qui ont dû mettre momentanément la clé sous la porte sans savoir vraiment quand ils pourront rouvrir. Alors c'est à eux qu'on a choisi de consacrer une émission aujourd'hui. C'est eux que nous avons décidé d'aider grâce à vos initiatives et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Rendez-vous dès 13h avec cette France formidable qui bouge et qui se bouge au service des autres. C'est bien sûr comme chaque jour. Juste après le grand journal, il est dans sa chambre. Je suis dans ma salle à manger, mais nous sommes avec vous. Pas de détails, bonjour Pierre de Villeneuve. Bonjour Raphaël Duchemin, bonjour à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est midi. On pourrait peut-être, sur le fondement d'un engagement volontaire, utiliser ces méthodes pour mieux tracer la circulation du virus. C'est une question qui est, à ce stade, encore ouverte. Tracking or not tracking, Pierre, c'est en ce moment l'interrogation du gouvernement. Le sujet fait débat au sein même de la majorité. On y revient largement dès le début de ce journal. Un coup dur pour les marins français. 40 personnels du porte-avions Charles de Gaulle en quarantaine sur le navire. Nous faisons le détail. Olivier Véran lance une opération dépistage dans les EHPAD. Comment faire ce travail de fourmi? Avec quels moyens aussi? On fera le point. Alors qu'à la Riviera à Mougins, on compte désormais 34 morts. Les avocats des familles témoignent. On est dans ce dossier sur des faits d'homicide involontaire, sur des faits de non-assistance à personne en danger, sur des faits de mise en danger de la vie d'autrui. Dans ce journal également, les assureurs en font-ils assez dans l'effort national? Beaucoup de voix s'élèvent pour dire non. Ils seront reçus demain à Matignon. Nous sommes dans ce journal avec le président des assureurs mutualistes, Thierry Martel, numéro 1 de Groupama. La délivrance à Wuhan, en Chine, après 2 mois entiers de confinement. Les habitants ont pu ressortir de chez eux. Je pleurais tout le temps. Quand je regardais la télévision ou n'importe quoi d'autre, je pleurais. C'est tellement émouvant de voir les gens sortir à nouveau. Et puis, une lettre ouverte au président Macron sur les animaux en danger. Beaucoup pourraient être euthanasiés du fait que le confinement empêche les associations de travailler. Une quarantaine de personnalités ont signé, dont Michel Drucker, qui sera tout à l'heure en ligne avec nous. La météo, bonjour Anissa Haddadi. Bonjour Pierre, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Bonjour Anissa. Et c'est toujours printanier à l'Est. Oui, voire même estival aujourd'hui, Pierre. Avec sur la façade est du grand soleil, des températures au-dessus des normales de saison. À l'ouest, nous avons un peu plus de nuages. Je vous explique tout en vous donnant tous les détails à la fin du journal. Merci Anissa. On vous retrouve à 13h. Météo complète sur Europe 1. Europe 1, écoutez le monde changer. Et c'est donc un nouveau casse-tête qui s'annonce, Pierre, pour le gouvernement. Faut-il généraliser le tracking en vue d'un confinement plus efficace ? Le débat divise au sein même de la majorité, on va le voir dans quelques instants. Les applications sont nombreuses, l'Allemagne, la Grande-Bretagne vont s'y mettre. Évidemment, la question c'est quid des libertés individuelles? On s'y est penché dès hier midi dans ce journal, mais Ève Roger, vous en savez plus aujourd'hui. Et oui, ça y est, le gouvernement a maintenant son scénario privilégié, même si le ministre de la Santé précise ce matin au journal Le Monde, aucune décision n'est prise. Alors je vous raconte le dispositif. Chacun d'entre nous, sur la base du volontariat et seulement sur la base du volontariat, pourrait télécharger une application que le gouvernement a baptisée pour l'instant Stop Covid. Grâce à cette application, nous pourrions être alertés automatiquement dès que nous avons croisé une personne malade du Covid-19. Croiser, ça veut dire de près, pendant une certaine durée. Et une fois alertés, nous pourrions nous faire tester et nous isoler en cas de besoin. Et ça, c'est possible grâce à la technologie Bluetooth que certains d'entre vous connaissent. Quand 2 personnes se croisent, le téléphone enregistre les références de l'autre portable dans son historique. On comprend donc que l'objectif de Stop Covid, c'est de remonter le plus vite possible les chaînes de contamination. Alors le ministre de la Santé garantit que tout est anonyme, que chacun peut désinstaller l'application quand il le souhaite et surtout qu'aucun de nos déplacements n'est enregistré. Aucune géolocalisation donc, on pourra continuer à se déplacer en toute liberté, sans aucun traçage numérique. Merci de ces explications. Ève Roger. Bonjour Jérôme Biwa.
Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, expert en cybersécurité chez Wavestone. Dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour justement concilier les deux, c'est-à-dire l'efficacité et la vie personnelle ? C'est vraiment la question clé de cette affaire. Et c'est vrai que le meilleur équilibre entre le respect de la vie privée et l'objectif à atteindre, c'est effectivement le Bluetooth. Cette technologie qu'on connaît bien, c'est comme ça qu'on raccorde nos casques sans fil ou qu'on se connecte au haut-parleur de la voiture, par exemple avec nos téléphones. Elle a un avantage énorme, c'est qu'elle ne sait pas où nous sommes géographiquement. Elle ne connaît pas notre localisation. Contrairement par exemple au GPS ou à la 4G. La seule chose qu'elle sait, c'est quels sont les téléphones qui sont proches de nous. Et en fait, c'est ce qu'on va chercher à suivre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Où est la part de vérité, Jérôme Biwa, entre ce qu'on nous dit, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, on vous espionne pas, et ce qu'on découvre ensuite, et c'est vrai que l'affaire Analytica avait été un exemple. Clairement, et c'est souvent la problématique avec les nouvelles technologies, c'est qu'on adhère à une promesse et puis 6 mois après, on se rend compte que cette promesse n'a pas été complètement tenue sur le respect de la vie privée. C'est ce qui est arrivé très souvent. Là, je pense que ça va être un point d'attention majeur. On voit que le gouvernement joue quand même la transparence. On l'a vu par exemple sur l'application pour les attestations dérogatoires au confinement, où le dispositif est clair, il a été en tout cas conforme aux annonces qui avaient été faites initialement. Donc l'enjeu, c'est que des autorités indépendantes, comme la Commission nationale informatique et liberté, et des experts en cybersécurité puissent analyser en détail ce qui va être construit pour voir s'il n'y a pas de loup, entre guillemets, alors volontaire ou involontaire, parce qu'on sait que tout système numérique... Quel loup alors, justement, quel loup ? Alors les loups, ça pourrait être justement la manière dont on va suivre les téléphones pour s'assurer que tout reste bien au maximum sur le téléphone et qu'on ne crée pas une méga base de données à l'échelle nationale de qui a vu qui. L'enjeu, c'est vraiment que ça ne serve que quand quelqu'un dit « je suis malade », que ça alerte les gens à qui il a été à côté, mais pas qu'on centralise quelque chose qui, on l'imagine, dans des pays totalitaires, pourrait être utilisé pour après ou dans d'autres contextes pour savoir qui était en contact avec qui et les a vus quand. Il faut vraiment donc la donnée reste sur le téléphone, la donnée reste sur le téléphone et elle disparaît, elle s'autodétruit, un peu comme dans le feuilleton Mission Impossible, le message s'autodétruit. Oui, alors oui. La donnée reste sur le téléphone, elle n'est envoyée que quand il y a un problème de santé qui a été décidé, qui a été identifié, et 2, effectivement, les données sont purgées automatiquement, effacées automatiquement au bout d'un certain nombre de jours qui a décidé avec les experts sanitaires pour ne pas créer cette méga base de données de qui a vu qui en France. Mais Jérôme Biwa, vous dites que la CNIL veille au grain, qu'elle regarde le dispositif, mais qu'est-ce qu'elle peut faire ensuite s'il y a un loup? Se retourner contre le gouvernement? Enfin, c'est quand même une institution étatique, donc c'est un peu difficile, non? Alors c'est une autorité indépendante qui peut justement, et on l'a vu sur certains autres dossiers, commencer avec un certain nombre de remarques, mais ensuite avoir des avis qui peuvent être contraignants. Donc là, je pense qu'on a quand même un cadre légal avec le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel qui fait que des choses sont possibles. Alors c'est sûr que ça va attaquer une partie de notre vie privée. L'idée, c'est d'en attaquer le moins possible et de trouver un équilibre qui ne soit évidemment que lié à la crise sanitaire et que le dispositif soit démonté après. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Biwa de toutes ces explications claires. Nous le disions aussi plus haut, ce sujet fait débat au sein même de la majorité, Adrien Beck. Oui, car le sujet est ultra sensible. Dans les pour, on retrouve surtout les férus de numérique. Cédric O, le secrétaire d'État qui en est chargé, son prédécesseur Mounir Majoubi, auteur d'un document sur le sujet du tracking. Et puis, il y a les convertis. Olivier Véran, converti prudent il y a quelques jours. Le ministre de la Santé était encore très réservé. Et alors, qu'en pensent les deux têtes de l'exécutif? Eh bien, on dit Emmanuel Macron plutôt réservé, lui aussi. Le chef de l'État se veut attentif aux libertés publiques sans pour autant s'interdire de réfléchir au tracking. Quant à Édouard Philippe, eh bien, il reste pour l'instant plutôt silencieux. En fait, ce sont surtout les députés qui donnent de la voix contre le tracking, notamment aile gauche, mais pas que. C'est plus large que ça, puisque par exemple, la députée
Aurore Berger, venue de la droite, a fait part de son opposition. Bonne illustration de ces divisions. Lundi soir, lors d'une réunion des cadres de La République En Marche, le numéro 2 du mouvement, Pierre Persson, a fait part de son opposition catégorique quand le patron du parti, Stanislas Guerini, se disait favorable au tracking. Bref, résume un conseiller ministériel, c'est un peu le bazar. Merci Adrien Beck. Nous l'apprenions, Pierre, en milieu de matinée, le porte-avions Charles de Gaulle est lui aussi impacté par le coronavirus. Oui, en tout cas, il y a une suspicion de la maladie au sein de l'équipage. Qu'en est-il exactement, Didier François ? Eh bien, les médecins du bord ont constaté effectivement qu'une quarantaine de marins présentaient des symptômes compatibles avec ceux du Covid-19. Donc évidemment, ces cas suspects ont immédiatement été placés en confinement pour éviter une contagion au reste de l'équipage, parce que le Charles, c'est quand même une belle bourgade d'environ 2000 personnes. Donc, mesures de précaution, restriction des contacts, gestes barrières, tout a été mis en place pour tenter d'entraver la propagation du virus. En ce moment même, ce que je peux vous dire, c'est qu'une équipe de dépistage composée d'experts épidémiologistes a décollé de Paris en direction de la Bretagne pour prendre un hélicoptère qui va la déposer dans l'après-midi sur le porte-avions qui, lui, est dans l'Atlantique Nord. Il fait route vers la Méditerranée. L'état-major a jugé plus prudent de faire rentrer le Charles un peu en avance sur la date prévue de son retour à Toulon, qui était le 23 avril, dès lors que la partie purement opérationnelle de sa mission était terminée, puisque le groupe aéronaval était engagé dans la lutte antiterroriste en Syrie et en Irak au début de son déploiement, mais que là, il était passé en mission d'entraînement avec les autres marines occidentales, dont les Scandinaves, et il n'y avait donc aucune raison militaire à vouloir absolument tenir le calendrier. Didier, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a absolument tout ce qu'il faut à bord du bateau. Oui, tout à fait. Un hôpital équipé pour la réanimation, un scanner, une stalle d'hospitalisation, des respirateurs servis par une vingtaine de soignants du service de santé des armées. Et si vraiment, de toute manière, il y avait une urgence, les hélicoptères du porte-avions permettraient une évacuation immédiate. Mais ce qui nous remonte pour l'instant depuis le Charles de Gaulle, c'est qu'à ce stade, il n'y a à bord aucun cas ne présentant des symptômes graves. Merci de ces dernières informations. Didier François. Et puis en tout, sur le territoire français, Pierre, le Covid-19 a provoqué la mort de plus de 10 000 personnes. Oui, et vous le savez, désormais, ce chiffre comptabilise les personnes mortes en hôpital, mais aussi en maison médicalisée, dont les EHPAD. Et à eux seuls, ces décès, ce chiffre, Raphaël, à plus de 3200. Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, a donc lancé une vaste opération de dépistage dans ces institutions. La question, c'est comment, avec quels moyens ? Élément de réponse tout de suite avec Victor Tolande. Le principe est simple, dès qu'il y a un premier cas de contamination, tous les autres résidents sont testés ainsi que le personnel qui travaille dans l'établissement, avec à chaque fois des renforts en logistique. Des laboratoires mobiles viennent devant les résidences pour réaliser ces tests. La réserve sanitaire et notamment les médecins de ville seront sollicités dans cet exercice. Mais pour le moment, hors de question de généraliser ces tests aux 7500 EHPAD que compte la France. Il faut faire du sur-mesure car chaque structure a une situation épidémique différente, explique un proche du ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce n'est pas l'avis de Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Que dans un premier temps, ça se fasse dans les établissements qui sont concernés par le coronavirus, nous l'acceptons, mais il faudra une deuxième étape où l'on dépistera l'ensemble des personnes âgées et l'ensemble des salariés. Après ces tests, il y aura un tri dans les EHPAD. Si un membre du personnel est contaminé et asymptomatique, il pourra s'occuper des résidents malades. Enfin, des hôtels pourraient même être réquisitionnés dans un deuxième temps pour accueillir des personnes âgées touchées par le coronavirus. Et l'une des structures les plus touchées en ce moment en France, c'est la Riviera à Mougins. 34 morts. Dernier bilan, le parquet de Grasse ouvre une enquête préliminaire. Et Raphaël, l'agence régionale de santé en fait de même. Oui, Pierre, des tests ont finalement été pratiqués ces dernières heures sur les 75 pensionnaires restants. 33 sont positifs, 23 négatifs et un doute subsiste pour les 19 autres. Par ailleurs, 19 employés de l'EHPAD sur 50 sont également positifs au Covid. Et dans ce contexte, plusieurs plaintes sont en cours de constitution. Maître Fabien Arkélian est l'avocat de 4 familles qui viennent de se constituer en collectif pour connaître la vérité. Aujourd'hui, c'est l'omerta, c'est la loi du silence. Ces familles n'ont pas la possibilité d'avoir le début d'un commencement d'une information et on sent qu'aujourd'hui, on se recroqueville du côté de Corian et qu'on ne distille absolument aucune information à ces familles qui sont pourtant en deuil. Moi, ce que je vais demander, c'est qu'on investigue sur des incriminations bien spécifiques. On est dans ce dossier sur des faits
d'homicide involontaire, sur des faits de non-assistance à personne en danger, sur des faits de mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est pas simplement un manque d'anticipation. Lorsque je vois que des tests n'ont été pratiqués que lundi 6 avril, que chaque jour le nombre d'essais augmente et qu'aucune mesure digne de ce nom n'est prise, qu'est-ce que l'on attend? Que tous ces résidents soient décédés? Il va falloir que chacun assume ses responsabilités. Bien évidemment que Korian sera en première ligne et que l'ARS et les autres intervenants vont devoir aussi s'expliquer. Fabien Arkelian, l'avocat de 4 familles de victimes de l'EHPAD La Riviera à Mougins, géré par le groupe Korian, interrogé par Frédéric Michel, midi 14.